Bienvenue sur Dream Team, je suis Pierre Moreau et vous allez écouter un épisode de la Ligue des futurs champions. Pour la première fois, cet épisode va être disponible en vidéo sur YouTube, mais évidemment aussi sur les plateformes d'écoute de podcast. Avec la Ligue des futurs champions, je reçois des entrepreneurs ou des porteurs de projets qui créent et qui innovent dans cet écosystème qui nous fait tant rêver, le sport. Le principe est simple, on va décortiquer le business de mes invités et créer une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Benjamin Faure. Salut Benjamin. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. L'idée, c'est de parler de Sport Break, de ta trajectoire, de ce qui t'a amené à créer ce magnifique lieu, espace de sport. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu as fait avant et comment ça t'a amené vers Sport Break? Alors, je m'appelle Benjamin Faure, je suis originaire de Normandie et j'ai terminé mes études à Montpellier, à l'école de commerce de Montpellier, enseignement sup de co. Et depuis, je suis jamais remonté d'ailleurs. Il fait trop beau aussi. Il fait trop beau, la qualité de vie, voilà, tout ça. Je comprends. J'ai passé 10 ans en fait dans les applications mobiles en tant que chef de projet et responsable marketing. On avait fait pas mal d'applications qui avaient bien marché mondialement, comme Akinator, après 94 secondes, etc. Et puis le studio a été racheté par Webedia, groupe français. Et derrière, du coup, j'ai eu l'envie de monter mon entreprise. Et c'est là où est apparue après l'idée de Sport Break au bout de quelques temps. Mais du coup, le lien entre ce que tu as fait avant et Sport Break, il n'est pas forcément évident. On n'est pas du tout sur le même type de business. Ouais, pas du tout. C'était presque tout le contraire. Enfin, pas tout le contraire. Il y a quand même des liens parce qu'au final, c'est dans le divertissement. Avant, notre but, c'était d'amuser les gens sur leur téléphone. Maintenant, finalement, c'est de les amuser en vrai et ensemble. Et puis surtout, en fait, j'avais passé 10 ans dans le marketing mobile, dans les nouvelles techno. Donc, c'était vraiment ce que je connaissais. Et je cherchais une idée de projet qui était avec un investissement initial minime, avec une potentielle croissance exponentielle. Et au final, j'ai fait un peu tout le contraire. Bah ouais, investissement minime pour un lieu comme le tien, c'est pas évident. Du coup, lourd et au niveau, j'allais dire, régional. Donc, du coup, c'est pas, tu peux pas avoir une croissance non plus illimitée. Tu peux pas scaler facilement. Exactement. Voilà. À part le développer dans notre ville, mais ça, on en parlera sûrement tout à l'heure. Mais au final, voilà, c'est venu suite à un voyage au Japon. C'est arrivé par hasard. Je suis parti en 2015, 15 jours en vacances au Japon. Et j'avais vu en préparant le voyage au Japon qu'on pouvait faire du baseball sur les toits de Tokyo dans des batting centers. J'avais trouvé ça excellent. Et arrivé sur place, je demande à notre hôte Airbnb en disant à quel endroit je peux aller taper la balle. Parce que je suis comme un enfant, j'avais vraiment envie de pratiquer. Et il m'a dit, va là-bas, tu vas voir, il y a un concept, c'est sur 11 étages. Tu auras du baseball, mais pas que, tu auras plein de sports. Et donc j'y suis allé. Le premier soir, j'ai pris 1 heure d'accès à ça. Et en fait, j'étais comme un gamin, je courais partout pour aller faire du golf, du ping-pong, du baseball, des jeux de basket, de foot. Et le soir, je me dis, mais c'était génial, je me suis éclaté. C'est dommage, j'ai pas ça en France, quoi. Et au bout de quelques minutes, je me dis, mais en fait, faut faire ça en France. Et ben, viens, j'y retourne demain, je prends 3 heures à la demi-journée, je prends tout en photo. Et après, en rentrant, du coup, j'étudie pendant 6 mois, un peu soirée week-end en plus de mon CDI. La faisabilité, l'étude de marché, ce qui se fait en France, pourquoi il n'y a pas ça. Combien ça coûte, combien ça peut rapporter. Et puis après, je quitte mon CDI pour me dire, allez, go. On se lance dans l'aventure, quoi. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux expliquer concrètement ce que c'est Sport Break et nous dire ce qu'on y vit? Et ben en fait, Sport Break, on a un complexe de 2000 m² où on a une quinzaine d'activités sportives ludiques et insolites pour la grande majorité. L'idée, c'était en fait vraiment de rester uniquement autour du sport. Donc, il n'y a pas de jeux vidéo, il n'y a pas de jeux de zombies, de stratégie, de tout ça. C'est toujours avec des sports qu'on n'a pas forcément l'occasion de pratiquer tous les jours. On a un simulateur de ski, on a une cage de frappe de baseball, des paniers de lancer franc de basket connectés, on a depuis peu un robot tennis de table pour s'entraîner à devenir le futur Félix ou Alexis Lebrun. Donc c'est plein de sports, on a un terrain de bubble foot. Et l'idée, c'était en fait de rassembler dans un même endroit plein d'activités insolites où on vient s'éclater sur des jeux, mais autour du sport. Et que ça puisse bien sûr convenir à tout le monde, peu importe le niveau et la condition physique. Que tout le monde puisse s'éclater dessus. C'est pas un sport où on vient pratiquer du sport comme un foot en salle ou du paddle. C'est pas du tout sur le même marché. Là, c'est vraiment de venir s'amuser. Et ça convient aussi bien à des entreprises qui viennent en séminaire Team Unique qu'à des enfants. Donc, on peut avoir le vendredi soir, on peut avoir à 80 personnes des managers d'une banque. Et le samedi matin, quelques heures après, le petit Théo de 6 ans qui vient s'éclater à faire son anniversaire. Et ça convient finalement aux deux, quoi. Mais du coup, entre l'idée que tu as eue au Japon, l'issue de ton analyse de marché, qu'est-ce qui t'a convaincu qu'il y avait du potentiel? Parce qu'en fait, c'est quand même assez gros comme projet. On y reviendra sur le capital qu'il fallait peut-être lever au départ pour commencer à créer ces 2000 m². Comment tu as réussi à te rassurer sur ce projet? C'est qu'en fait, ça n'existait pas. C'était il y a 7 ans.
Les principaux lieux de loisirs, ça restait quand même du bowling, c'était les escape games, le début des escape games. Il commençait à y avoir des parcs de trampoline. En tout cas, je parle pour la partie loisirs. Sur la partie pratique, il y a le foot en salle qui avait déjà explosé, mais c'est vraiment une autre pratique. Et je me suis dit, ça n'existe pas. Le sport, c'est quand même vecteur de super valeurs, on va dire, et surtout sur la convivialité, le partage. Et je me suis dit, en loisir, ça peut être vraiment excellent. Moi, je m'y retrouvais. Plus j'en parlais finalement à des gens et autour de moi, que ce soit des enfants ou des adultes, plus tout le monde, je voyais que tout le monde était emballé. Mmh. Et donc finalement, ça a beaucoup évolué aussi. J'ai gardé que le baseball d'ailleurs comme sport du Japon. Tout le reste, on l'a adapté, européanisé, on va dire, avec bien sûr s'adapter à la culture française. C'est pas les mêmes sports, c'est pas les mêmes pratiques, c'est pas forcément le même respect aussi qu'au Japon sur la gestion des files d'attente et tout ça. Ouais. Donc il a fallu adapter forcément tout ça. Ouais. Et quand je regarde la première vidéo que j'ai présentée à la banque pour aller chercher le financement et ce qu'on est aujourd'hui. C'est pas du tout les mêmes activités. Il y a 2-3 activités phares qu'on a gardées, mais c'est aussi pour moi le gros point fort, et c'est ce que j'ai imaginé dans le concept de Sport Break depuis le début, c'est que c'est évolutif. Ça peut évoluer selon le temps, selon les modes, même selon les régions géographiques. On peut ne pas avoir les mêmes activités du coup selon les différents complexes. Et potentiellement dans 10 ans, on n'aura plus du tout les mêmes activités, mais ça sera toujours Sport Break et les gens ne seront pas choqués. Un parc de trampoline, il y aura toujours des trampolines, du bowling, il y aura toujours du bowling. Sport Break, finalement, on rassemble plein d'activités insolites autour du sport au même endroit. Et pour la grande majorité connectée. Tu as commencé à parler de la banque. Ouais. Une étape importante dans le financement d'un tel projet. Ouais. Tu peux nous expliquer comment tu as financé ce truc-là? Parce qu'on le répète, c'est 2000 m². Tu as du foncier. Tu as en plus les machines, en fait, tous les jeux à acheter. Tu as évidemment la maintenance de tout ça. C'est quand même beaucoup de capex, tout ça. Ouais. Tu peux nous expliquer comment ça marche, comment tu as financé ça? C'est un projet, en effet, à un peu plus de 800 000 € sur l'investissement initial. J'ai eu la chance, et c'est une personne qui m'a vraiment beaucoup aidé, du coup. C'est Gaël Bonafous, c'est mon ancien employeur, qui j'avais travaillé pendant 8 ans à l'époque, qui lui, du coup, avait bien revendu la startup Simob au groupe Webedia, qui avait une belle capacité d'investissement aussi, et qui m'avait dit, pour te remercier de ce que tu as fait pendant 8 ans, si un jour tu montes ta boîte, du coup, je t'aiderai du coup à financer. Et finalement, quand je suis venu le voir en disant, tiens, j'ai une idée, regarde la boîte, il m'a dit, ah oui, c'est un peu plus finalement que ce que je pensais financer. Mais il croyait tellement au projet, il était lui aussi sportif et amateur de tout ça. Et donc, du coup, il croyait aussi en moi sur le projet, en tout cas, que je collais bien, en tout cas, à ce projet-là. Et il m'a dit, voilà, je t'aide à apporter. Après, moi, j'ai eu tout l'apport personnel que j'ai mis, j'ai mis tout ce que j'avais finalement dedans. Tu peux nous dire un peu c'est quoi les montants à peu près? Ouais, alors moi perso, j'ai mis dans les 60 000 €, ouais. Plus aller chercher avec Réseau Entreprendre, où on va faire des prêts d'honneur, du coup, où on passe un peu 30 à 40 000 € à peu près. Voilà, on a été chercher 40 000 €. On était 2 du coup avec mon associé, qui elle aussi avait été chercher la même chose. Ouais, Réseau Entreprendre, très très bon réseau d'entrepreneurs, je vous le recommande. Ouais, très bon réseau, et puis ça rassure les banques en plus. Ouais. C'est non seulement un bon réseau pour accompagner du coup les entrepreneurs, et on est accompagné par des tuteurs qui sont des chefs d'entreprise pendant un certain temps. Il y a le prêt d'honneur qui, mine de rien, nous permet d'aller lever 40 000 €. Ces 40 000 € là vont aller faire un levier auprès de la banque pour aller emprunter 3 fois plus. Qui est un prêt d'honneur à taux zéro. À taux zéro et différé. Mine de rien, d'attendre 18 mois, je crois, c'était, avant de le rembourser. C'est cool aussi parce que les premiers mois de lancement, tu touches pas forcément autant en chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on a fait Réseau Entreprendre. Et on avait environ un peu plus de 200 000 € d'apport perso, les 3 confondus. Ouais. Et ça représentait environ 25-30% de ce qu'on pouvait aller emprunter derrière. Parce que là, le banquier, quand il t'accueille, il a jamais vu ça? Il a jamais vu ça. C'est un gros frein sur pas mal de banques. En fait, en disant, ça n'existe pas en France. Et pourquoi et en fait, c'est beaucoup plus simple d'aller ouvrir une pizzeria en France que d'aller ouvrir un complexe qui n'existe pas et qui est innovant. Donc, il fallait montrer ça. Il y a aussi la partie derrière un peu caution et même sur le matériel en disant si demain vous fermez, qu'est-ce qu'on va faire d'un simulateur de ski? Il n'y a pas de marché de la revente de ce type d'appareil. Oui, donc, parce que les banques nantissent le fonds. Il y a le nantissement du fonds de commerce et des outils, et des machines. Donc ça leur appartient tant que tu n'as pas remboursé. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc il y avait la question de qu'est-ce qu'on va faire de ces activités-là. Et il y a une banque qui nous a fait confiance et était à fond derrière nous depuis le début. Et on a eu la chance du coup d'être accompagnés sur ce projet et donc, du coup de pouvoir financer. Coût d'entrée dans ton projet, c'est 800 000 €. Hop, avant même de commencer, d'ouvrir. Tu as 800 000 € que tu décaisses. Ouais. Comment tu fais pour attirer
ensuite les gens dans ce lieu, donc qui est dans la région de Montpellier, qui est un endroit où il fait souvent très beau, donc des activités indoor, c'est pas non plus forcément évident, parce que du coup, il faut que tu rentabilises très rapidement, parce que tu dois rembourser tes échéances bancaires. Et payer le loyer. Et payer le loyer, enfin bref. Comment tu fais pour tout de suite attirer des clients sur un concept qui n'existe pas encore, qui est inconnu pour le paysage français? Ouais. Et bah, t'essayes d'être partout et d'être le plus visible. Et puis, tu te rends compte, au final, et ça a été pas de la chance, mais ça a été vite rassurant que plus les gens connaissent, finalement, il y a un super bouche à oreille parce que ça n'existe pas en France, quoi. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça fait le buzz rapidement dans la presse, même à la télé. On passe rapidement en un mois ou deux sur M6 au 19h45. On fait la couverture du Midi Libre, qui est la presse régionale. On passe sur des sites à la radio, énergie. Enfin, je me bouge aussi beaucoup pour en faire parler. On est très bien accompagné. On faisait partie d'Ad-Hoc Sport, du coup, au niveau régional, qui nous met en relation avec pas mal d'acteurs économiques aussi, pas mal de réseaux pour se faire connaître. Et puis, il y a les particuliers qui viennent le week-end parce qu'ils ont vu ça à la télé ou dans la presse, où on fait aussi pas mal d'acquisitions sur les réseaux. Dans les 10 ans, du coup, dans mon ancienne boîte, je bossais sur la partie marketing aussi. C'est ce que j'allais te poser la question. Ce que tu as réinvesti de ton expérience passée dans Sport Break, c'était quoi? Le marketing digital? Ouais, c'était beaucoup quoi, marketing digital. Ouais. C'était de l'acquisition sur Facebook, Insta, aujourd'hui, enfin Meta aujourd'hui. Donc, tu avais un petit budget acquisition. Et du coup, il fallait prévoir un budget acquisition. Bien sûr, dans les 800 000 aussi, on prévoit un BFR pour faire de l'acquisition. Parce que c'est un peu comme quand on lançait une appli, c'est ce que je retiens aussi de mon expérience passée, c'est que tu peux faire une super appli, tu mets tout ton budget pour développer l'appli dans le développement, et puis au final, une fois qu'elle est lancée sur l'App Store, si personne la connaît, personne vient. Donc là, c'est pareil, c'était prévoir un budget, et puis tourner une vidéo, et puis la balancer sur Facebook, sur Insta, la relayer au maximum, et faire de la pub comme ça, quoi. Ouais. Et puis après, c'est les particuliers qui viennent le week-end, qui en parlent et finalement qui reviennent la semaine avec leur entreprise pour faire des team-building. Et inversement, ceux qui viennent en team-building, ils reviennent en famille les week-ends. Et puis rapidement, ça a fait boule de neige comme ça. Et finalement, le démarrage a été assez rapide, même plus rapide que ce qu'on pensait, heureusement. T'es le roi de la transition parce que tu as commencé à introduire la partie entreprise. Au départ, tu étais sur finalement une acquisition très B2C. Ouais. Et puis finalement, gros de ton business, enfin en tout cas une grosse partie de ton business, c'est du B2B. Ouais. Tu peux nous expliquer si ça c'était déjà pensé dès le départ et quelle est la part de l'un et de l'autre et comment tu fais pour l'acquisition de l'un et de l'autre? Alors pour tout dire, au départ, la réflexion est venue déjà. Alors, je pense qu'on l'avait un petit peu la réflexion, mais pas autant poussée. Mais dans Réseau Entreprendre, puisque tu en parlais justement tout à l'heure, on a eu la chance d'être aussi accompagné par Gilles Capella, qui est à la tête de Réseau Entreprendre, qui lui a développé Royal Kids en franchise dans toute la France. Et qui est à côté de toi. Qui est à côté d'ailleurs, qui est au bout de la rue, et qui nous avait fait un retour pertinent en disant oui, mais au final, il y a du monde le week-end, mais ces parcs-là, la semaine, il n'y a personne. Je dis oui, mais on va aussi toucher les entreprises, et en semaine, il y en a quelques-unes qui viendront faire des team-building. Des quelques-unes, on est passé de 10 à 20% dans les business plans au démarrage. Finalement, aujourd'hui, c'est 60% de notre chiffre d'affaires. C'est les entreprises qui viennent en semaine, et on a même poussé le concept de fermer en semaine et d'ouvrir que pour les entreprises, parce que c'est ce qui est le plus rentable, on va dire, et le plus facile pour aussi organiser. Et puis parce que on n'est pas dans une zone non plus, on est à Bayargues, on est un peu plus reculé, on n'est pas dans Montpellier Centre, et donc du coup la semaine, il n'y a pas beaucoup de particuliers qui viennent le soir. C'est plus intéressant d'ouvrir vraiment pour des groupes et entreprises qui viennent. Et là justement, je faisais un point la semaine dernière sur les plannings. Ça fait 150 jours à la suite où on a des entreprises qui viennent tous les jours, des particuliers le week-end. Donc ton taux d'occupation est très bon. Et taux d'occupation qui est pourtant pas la plus grosse période, septembre-octobre. Ce qui arrive là en novembre, décembre, janvier, ça sera encore mieux. Mais finalement, on a alors parfois des petites boîtes, parfois des gros groupes, mais on a du monde un peu tous les jours, même sur la semaine, quoi. On va rentrer dans le détail dans ton tableau de bord, les KPI que tu suis. Je suis très curieux de savoir tout ça. Ce que je voudrais aussi comprendre, c'est que j'avais reçu le fondateur d'Arcos, Steve, qui avait aussi expliqué que finalement il faisait des salles d'escalade, mais son business et sa renta, elle venait pas forcément du ticket d'entrée pour aller grimper un mur, mais c'était tous les à côté, la restauration, la bière, etc. Est-ce que toi c'est le même principe? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes activités qui sont connexes à l'activité de pratique sportive dans ton centre? Ouais, non, c'est pas la même chose. En effet, Arcos, c'est un peu comme Lockout où il y a aussi une bonne partie restauration. Ils ont leur propre restaurant qui est intégré du coup dans le concept et qui fait aussi tourner en effet l'entreprise. Nous, la partie restauration, je voulais pas forcément la gérer, j'ai aucun background là-dedans dans ce secteur. Et en plus, on avait un restaurant qui est juste à côté, qui est top, qui fait traiteur, et avec qui on travaille depuis le début. Et finalement, c'est très bien comme ça, chacun son métier, et on passe par lui pour faire la partie restauration. Donc nous, c'est vraiment sur les entrées. Sur les entrées,
avec les entreprises, sur les particuliers qui viennent le week-end, sur les anniversaires enfants. Les week-ends, au final, 2/3 de l'activité, c'est les anniversaires enfants. Et donc, dès qu'on ouvre à 10h le matin, on a une 60aine d'enfants qui sont surexcités parce que ça fait un mois qu'ils attendent tous de venir faire leur anniversaire. Et puis, bien sûr, on a une partie bar et snacking, mais c'est pas le gros de l'activité, quoi. On va rentrer dans ce fameux tableau de bord. On va aussi parler des emmerdes, parce que là, on a l'impression que tout va pour le mieux, que c'est fabuleux, dirait, que tout roule. Et évidemment, ça n'a pas toujours été comme ça. Et vraiment, je veux qu'on aborde un petit peu les moments les plus difficiles. Sur ton tableau de bord, tu disais que tu as un taux d'occupation, ça fait 150 jours que tu as chaque jour une entreprise. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui est important et qui est très structurant dans ton business? Alors, le taux d'occupation, il est plus dur à mesurer, on va dire, pour nous, que sur, par exemple, un concept de terrain de paddle où là, tu sais que tu as X terrain et taux d'occupation, tu es rempli à 30% ou à 50% sur le soir, par exemple. Là, parce qu'en fait, même si on a du monde tous les jours, des fois, on peut avoir une entreprise de 25 personnes, alors qu'on peut en recevoir des centaines de personnes, quoi. Donc, le taux d'occupation, c'est pas un indicateur que je peux mesurer. Ouais. Bien sûr, d'un point de vue financier, on mesure la partie chiffre d'affaires, la partie rentabilité. Et puis, je te ferai sûrement une transition parce que tu parles des coups durs. J'adore. Mais bien sûr, depuis Covid, je mesure aussi énormément l'évolution des charges et des coûts. Parce que j'ai compris que finalement, les dépenses étaient aussi importantes que les revenus. Donc, c'est vraiment la partie rentabilité à la fin du mois. Ouais. Mais ça, je dirais que c'est le commun des mortels des entrepreneurs, d'avoir une balance à peu près équilibrée entre les coûts et les dépenses. C'est mieux. Est-ce que quand tu as un lieu comme ça, tu as d'autres KPI que tu suis, je sais pas, le taux d'utilisation, de succès de telle activité plutôt qu'une autre, et de se dire je retire celle-ci parce que je vais plutôt privilégier les autres, le taux de renouvellement des activités, je sais pas, est-ce que tu peux nous aider à comprendre de manière très spécifique ce que tu suis et qu'est-ce qui détermine le succès de ton business? Alors, on suit sur la partie renouvellement des activités, on essaie d'innover du coup et de rajouter régulièrement des nouvelles activités. Après, c'est un investissement aussi, donc c'est pas toujours évident de renouveler aussi souvent que ce que j'aimerais. Mais on a rajouté un blind test musical, on a rajouté un robot tennis de table, on a rajouté un simulateur de Formule 1 sur les 3 dernières années, post-Covid en plus. Donc du coup, c'est des belles nouveautés. Et puis, on a la chance d'avoir une bonne majorité des jeux qui sont connectés et qui du coup évoluent régulièrement. C'est-à-dire qu'on a un mur d'escalade avec des jeux projetés en réalité augmentée sur le mur d'escalade. Quand on a ouvert, du coup, en 2017, il y avait 4 jeux. Maintenant, il y a plus d'une vingtaine de jeux différents proposés. Donc, même par l'éditeur. Par l'éditeur. Ouais. Voilà, en fait, on paye une licence tous les mois et régulièrement, ils mettent à jour des nouveaux jeux. On a un simulateur de réalité virtuelle où il y avait 10 jeux au démarrage. Maintenant, on a 40 jeux différents. Donc, même si, on va dire, l'activité, c'est la même pour certains jeux, il y a plein de nouveaux jeux, plein de nouveautés qui peuvent être apportées à l'intérieur. Ça, c'est la partie software, finalement. En fait, ça, c'est la partie soft, bien sûr. Du coup, la partie hardware, qui nécessite un investissement de ta part, comment tu décides de renouveler, de changer, comment tu le finances? Est-ce que tu vas revoir la banque pour dire, finalement, ce truc, ça va me coûter 20 000 balles de plus, vous le financez pas? Comment ça se passe quand tu veux continuer à faire vivre et rester dans l'innovation telle que tu l'as été depuis toutes ces années? Ça, je l'ai fait sur les premières années, en effet, avant Covid, où j'étais allé voir au bout d'un an et demi en disant... là en fait ça cartonne et je pensais pas que ça allait cartonner autant sur les parties enfants et du coup sur les plus jeunes enfants on n'a peut-être pas assez d'activités, on a ciblé plus ados, adultes, entreprises, groupes de potes qui veulent sortir le week-end, mais pas forcément les petits, et on se rend compte que les familles veulent aussi des occupations pour les petits. Est-ce que vous pouvez remettre 20 000 pour aller acheter ce jeu? Regardez, ça colle auprès des enfants et des adultes. Donc ça, on l'a fait. Depuis Covid, on l'a pas fait. Les nouvelles activités que j'ai prises, il y en a aussi que je prends en leasing et du coup c'est plus cool pour investir sur ces activités-là parce que c'est un loyer finalement en plus mensuel sur une nouvelle activité, quoi. Ok. Là, vous êtes combien chez Sport Break? On est 8. Et c'est quoi un peu les fonctions de chacun? On a une personne qui est justement à 100% sur la partie relations entreprise, qui va faire l'envoi de plaquettes, les échanges, les devis, facturation. Fonction commerciale plutôt. Voilà, fonction commerciale, mais presque que traitement des demandes entrantes. Ok. Account manager un peu. Ouais, c'est on ça. dirait ça dans ton monde digital. À Paris, on a une personne qui est un peu manager sur la partie opérationnelle, qui était en apprentissage l'année dernière, qui était vraiment top et que j'ai nommé manager et qui va m'aider, qui va être un peu mon bras droit aussi et qui fait un peu la transition entre moi et toute l'équipe, même si finalement je suis tous les jours avec toute l'équipe, donc c'est plus un appui et qui est rassurant quand il est là aussi. Et puis les autres employés, c'est des employés polyvalents qui vont être aussi bien à l'accueil, qui vont gérer les team building, qui vont gérer les anniversaires, qui vont se déplacer quand on va faire des prestats à l'extérieur pour des
de l'événementiel parce qu'on déplace certaines activités sur des événements sportifs ou dans des entreprises à l'extérieur. Donc c'est vraiment très polyvalent et avec des fois quand il y a des heures creuses, une mission complémentaire que je peux leur donner d'aller prospecter des centres de loisirs, d'aller faire un peu de com sur les réseaux et tout ça. Est-ce qu'il y a des innovations récentes, pas forcément en termes de jeu, mais des ruptures technologiques, là on parle évidemment beaucoup d'IA, qui selon toi vont beaucoup impacter Sport Break, qui vont beaucoup impacter la manière dont tu vas adresser ton sujet? Tu es déjà en train de réfléchir à la manière d'intégrer toutes ces nouveautés? Oui, alors pas sur la partie activité pour l'instant. Je suis à fond dedans en ce moment. Je passe mes journées sur ça. Mais plus sur la partie gestion, pilotage, marketing, communication, productivité. Sur la partie prospection, enfin, c'est formidable, ça va m'ouvrir parce qu'en fait, on a souvent un manque de temps aussi pour aller prospecter des entreprises, pour aller toucher des nouvelles personnes. Et grâce à l'IA, du coup, et un peu de marketing automation, on va pouvoir aller toucher... Tu utilises quoi à peu près? Là, en fait, on a un CRM qui s'appelle Quickle, que je connecte avec Make. Une plateforme d'automatisation, un outil de no-code d'automatisation. Voilà, et qui va faire un peu le pont, du coup, avec d'autres plateformes, LinkedIn, par exemple, et qui va pouvoir aller... Tu vas scraper du LinkedIn, qui va rentrer dans ton CRM. Je suis en train de le faire, en tout cas. Mais les débuts sont porteurs, même sur la partie production de contenu aussi pour mettre sur les réseaux. Mine de rien, ça prend du temps aussi. Et pourtant, on a un complexe qui est formidable. J'allais dire qu'il est instagrammable au final. On ne vend pas des assurances. C'est simulateurs de ski, c'est du bubble food, c'est de la réalité virtuelle. C'est des gens qui s'éclatent tous les jours, qui rigolent. Donc il n'y a plus qu'à, entre guillemets, à prendre le contenu et le montrer sur les réseaux. Et je suis en veille permanente au final sur tous les nouveaux formats de pubs qu'il peut y avoir. Et puis je me rends compte que les pubs à payer un vidéaste et faire une vidéo ultra canon à 1000 €, et c'est pas forcément plus plus efficace. Pas plus de héroïque. Il n'y a pas plus d'héroïque quand on se fait un selfie en disant « Oh, regarde, c'est excellent ici, tu connais. Regarde, tu peux faire du baseball. » Là, on l'a lancé il n'y a pas longtemps, c'est une pub comme ça, avec quelqu'un de l'équipe justement qui se fait passer un peu pour un client ou un pote qui vient dire « Regarde, tu connais pas Sport Break, regarde ce qu'on peut faire, c'est génial. » Mais finalement, ça cartonne et ça parle plus aux gens qui s'identifient et qui voient le vrai côté, pas mise en scène et tout ça, mais comme s'ils y étaient finalement dans le complexe. Je reviens sur ce truc de t'as un super outil, t'as 2000 m², t'as une vingtaine de jeux, je crois. C'est ça, on avait 15 au début, là, plus d'une vingtaine. C'est quoi les autres fenêtres d'amélioration, d'opportunités que tu vois dans ton lieu? Tu vois, le moins de mètres carrés, comment tu te vois l'optimiser, mieux l'utiliser? Est-ce que t'as des pistes comme ça bien claires? Alors, on essaie de l'optimiser au max, en effet. C'est-à-dire qu'on a des pièces qui font... salle de réunion, conférence la semaine quand les entreprises veulent se réunir pour faire des réunions avant de faire l'activité et qu'on transforme en salle anniversaire le week-end. On a rajouté sur l'espace bar devant qui sert le week-end pour les parents qui attendent les enfants pendant qu'ils sont en train de jouer et qui fait aussi espace pour le blind test musical. On essaie d'optimiser tout ça. Bien sûr, on rajoute des nouveaux services au final régulièrement, d'enrichir un petit peu la partie, notamment la partie team learning séminaire, et de la rendre de plus en plus quali. On travaille aussi avec une agence, Mazoki Consulting, qui peut faire intervenir des sportifs de haut niveau sur des thématiques de management d'équipe, de résilience, travail intergénérationnel justement avec des plus anciens. Pourquoi c'est bien dans le sport et aussi bien en entreprise. Donc on essaie de compléter et de professionnaliser un petit peu l'offre de séminaires. Et ce que tu dis aussi, c'est que finalement tu as cet outil multifonctionnel, assez polymorphe, et tu as été chercher tes petits copains de la restauration à côté pour la partie traiteur, un cabinet qui te ramène potentiellement des séminaires, c'est un peu ça. Est-ce que tu as un peu mappé autour de toi tout un tas de partenaires qui seront quasiment des apporteurs d'affaires ou des gens qui vont t'alléger opérationnellement? Oui, puis je pense que c'est le plus gros avantage aussi d'entreprendre, c'est que tu travailles avec qui tu veux. Non seulement les personnes avec qui tu prends plaisir à travailler, mais aussi les personnes en qui tu as confiance. Et là, soit c'était des amis, soit c'est devenu des amis, mais c'est des personnes en qui j'ai entièrement confiance, qui, au-delà, quand on va boire un coup, nous, je sais quand ils sont au travail, ils sont à 200% et ils font vraiment du bon travail. Donc du coup, voilà, c'est de s'entourer des bonnes personnes, en tout cas, pour développer tout ça. Donc oui, on travaille avec des agences événementielles qui peuvent nous rapporter des séminaires régulièrement. Et finalement, comme je dis toujours à mon équipe, le meilleur marketing, c'est la qualité. Et du coup, ça enclenche bouche à oreille derrière. C'est-à-dire que si une entreprise va se régaler, ils vont en parler en interne. Il y a d'autres services qui reviennent régulièrement. Des gros groupes comme Dell, Royal Canin, par exemple. On en voit très souvent parce qu'ils sont plusieurs centaines, milliers à Montpellier. Et quand tu as une équipe de 20 personnes qui s'éclate, le lundi matin, ils vont se chambrer au bureau
et en reparler. Donc ça fait des bébés derrière, quoi. Aujourd'hui, un lieu comme ça, il est ouvert de quelle heure à quelle heure et tu passes combien de temps par jour, par week-end? Pas compter les heures. Il peut être ouvert. En fait, en semaine, du coup, on ouvre que sur réservation maintenant pour les entreprises. Donc potentiellement, aujourd'hui, il peut être fermé et ouvrir qu'à 18h parce qu'on a un groupe qui vient de 18h à 23h. Où il peut être ouvert que ce matin et l'entreprise part ce midi. Donc en fait, on ouvre... Et en général, personne vient avant 8h du matin. Au plus tôt, c'est 8h, ils réunissent l'équipe et les dirigeants arrivent à 7h pour préparer la salle de réunion et être sûr que le café soit bien et les croissants. Et au plus tard, en général, c'est 23h sur la partie activité. Et si ça part un peu en soirée un peu plus festive, du coup, jusqu'à 1h du matin, de toute façon, maximum autorisé. Et donc, toi, tu y es tout le temps? Comment tu gères un lieu qui nécessite d'être présent physiquement et une vie perso à peu près les premières années, j'y étais tout le temps. Ouais. Vraiment, quasiment tout le temps. J'avais la chance. T'avais pas d'enfant, c'est ça? Si, j'ai ma fille. Et j'ai un bon rythme du coup de garde parce que du coup je suis séparé. J'ai ma fille le lundi, mardi, mercredi, qui sont pas les 3 plus grosses soirées, on va dire, pour des entreprises qui viennent à Sport Break. J'avais cette chance, on va dire, et ça me poussait à avoir un rythme aussi un peu perso et de temps en temps à décrocher un peu. Du coup, le lundi soir, mardi soir et mercredi, mercredi soir, j'étais avec elle, mais après tout le reste du temps, j'étais la journée et en effet le soir tout le temps. Ça, j'ai fait toutes les premières années. Et puis là, j'essaie de prendre, on va dire, un peu plus de recul, d'arriver à apprendre à déléguer. Au début, c'est dur de faire confiance. T'as l'impression que c'est toujours moins bien fait que si c'était toi. Et puis parce que c'est ton bébé et t'y mets vraiment tout ce que tu peux. Donc, et au final, voilà, ça se passe très bien quand c'est l'équipe. Quand c'est l'équipe, il suffit de leur faire confiance, de bien les former. Et puis, et ça se passe super bien, quoi. Donc, ça fait du bien aussi d'arriver à prendre du recul pour... des fois avoir un petit peu de temps perso et aller jouer au paddle par exemple ou faire d'autres choses mais aussi pour prendre du recul et piloter encore mieux l'entreprise, quoi. Là c'est ce que j'aimerais faire, c'est avoir plus de temps pour bosser sur l'IA et l'intégration, en quoi ça peut aider Sport Break à se développer, à s'améliorer et tout ça, et aussi sur la partie développement à plus grande échelle, quoi. On va revenir sur le développement à plus grande échelle, on va revenir un peu aussi sur la photographie du business à l'heure actuelle. Mais on avait commencé à introduire un peu les années qui étaient un peu plus difficiles. Comme tout lieu physique qui accueille du public, tu as été particulièrement impacté par le Covid. Est-ce que tu peux nous expliquer cette période, peut-être nous expliquer la période un petit peu avant, parce que tu as ouvert 2 ans avant le Covid à peu près, puis tu as eu le Covid, et comment c'est reparti ou pas, comment tu as géré cette période, parce que je crois que c'était particulièrement difficile et tu as eu particulièrement peur pour Sport Break. Oui, c'était plus que de la peur. On est vraiment passé pas loin. On passe les 2 premières années très bien, on se développe bien, belle croissance, tout ça. On commence à parler depuis le début de toute façon de l'idée de Sport Break. L'idée, c'est de le développer dans d'autres villes en France, en succursale, en franchise. On savait pas encore forcément, mais c'était de l'ouvrir et de le rendre scalable sur d'autres villes. Alors, on a investi aussi pas mal dans les 800 000 sur des solutions digitales aussi qui pouvaient se scaler et dupliquer facilement dans d'autres complexes sans avoir à réinvestir cette partie-là. Et donc, on passe 2 ans très bien. On regarde même des locaux pour ouvrir à Nantes. On a des pistes pour ouvrir un deuxième complexe. C'est quelle année à peu près ça ? Ça, c'est 6 mois avant Covid. Donc, on a ouvert en 2017. C'était de fin 2019, début 2020, je crois. C'était sur Saint-Sébastien-sur-Loire, d'ailleurs, avec... un grand centre urban soccer où on avait regardé un local du coup en bas. Et puis Covid est arrivé, ça met un peu tout ça en pause. Et puis d'une pause de 15 jours de confinement, parce que bien sûr on était les premiers confinis, les premiers interdits, montrés du doigt, du sport en intérieur, tout se mélangeait, c'était tout ce qu'il y avait de pire. Et donc on passe de 15 jours à plusieurs mois. Au final ça traîne un peu pendant 1 an et demi, 2 ans. Tu continues de rembourser ton emprunt bancaire ? On continue à rembourser l'emprunt bancaire, on continue bien sûr à payer le loyer, à payer quelques charges fixes qui sont, même si t'es fermé, des fois obligatoires. Et puis au début, t'as quand même pas mal de charges fixes. Et au début, t'as 1 500 € d'aide parce que t'existes pas. Alors, on a la chance d'avoir dans le milieu du sport, et je pense que tu connais bien Union Sport et Cycle, avec Virgile Caillé par exemple, qui s'est battu pour défendre, on va dire, ce secteur des loisirs sportifs marchands. Mais ça a mis du temps au final. Et on arrive à un moment donné où on peut plus payer le loyer, on a cramé la trésor qu'on avait les 2 premières années, et on commence à avoir des retards de loyer, prendre du coup des recommandés
du propriétaire et Ouais. donc je suis obligé de me mettre en cessation de paiement. Ouais. Donc je vais voir le tribunal et je me déclare en cessation de paiement. T'as pas de PGE, toi, à l'époque? Non, la banque Non. a refusé le PGE en disant il y a aucune perspective de réouverture et puis même quand ça va rouvrir, les entreprises voudront pas forcément venir et surtout c'est encore tout frais, tout récent et vous n'aurez pas la capacité de rajouter. Vous êtes déjà assez endetté. Et vous n'aurez pas la capacité de rajouter un PGE dans le taux d'endettement. Est-ce que c'est pas forcément un mal pour un bien au final? Peut-être quoi. Tu t'en es bien sorti. Voilà, Tu t'en es bien sorti. On y reviendra, mais c'est cool de pas avoir remboursé le PGE. Ouais, ouais. Et donc je me déclare en cessation de paiement et je discute du coup. On a un échange avec le président du tribunal de commerce qui dit en effet là il y a aucune perspective de réouverture. Là les prochains mois on va que creuser la dette. Les aides que vous avez ça suffit pas. Donc il va sûrement falloir déposer le bilan et prononcer liquidation judiciaire. Ça, on est mardi, je crois, dans la semaine. Et donc, je lui dis, ok, il n'y avait pas de choix. J'avais échangé avec mon comptable qui m'a dit la même chose. Et donc, du coup, le mardi, je prends le rendez-vous pour le vendredi au tribunal de commerce pour dire, on va fermer Sport Break. J'en ai encore des frissons avec d'en parler. Ouais. Et donc, c'était prévu. Et je passe un jour ou deux où je me dis, c'est pas possible, c'est impossible, on va trouver une solution. Vous étiez combien dans la boîte à cette époque? Tout le monde était en activité partielle au final. Ça, c'était, on va dire, la seule bonne aide qu'on avait, c'était que je pouvais mettre tous les salariés en activité partielle. En tant que gérant, par contre, on n'est pas en activité partielle, donc pas de salaire si tu peux pas dégager de la trésorerie. Et donc, du coup, ils attendaient, entre guillemets, un peu le verdict, les salariés, mais en activité partielle. Et on était 6, non, on était plus que ça, on était 8-9, on était un peu plus. Et donc ça, c'était le mardi. Je prends rendez-vous pour le vendredi pour, entre guillemets, déposer le bilan. Le mercredi ou jeudi, un jour ou deux après, je vois une actualité, du coup, une news qui annonce une aide fixe de 10 000 euros. Alors, c'est pas assez, mais entre guillemets, ça met un petit pansement. Ça fait gagner du temps. Voilà, ça fait gagner du temps. Et on n'est pas mort. Et j'appelle mon comptable et je lui explique ça et il me dit un peu la même chose. Oui, mais c'est un pansement. 10 000 euros entre ton emprunt et ton loyer, c'est quoi ton décaissement mensuel fixe? On était à en tout cas plus de 20 000 euros, puisqu'on était à plus de 15 000 euros de loyer, quoi. Donc ça, plus quelques charges fixes, c'est un petit pansement, mais voilà, tu tiens un peu entre. Et donc, pour avoir la ref sportive, je me dis alors peut-être, quoi. Le fameux alors peut-être. Et donc, je dis ça à mon comptable. Qui me dit, tu te rends pas compte, au final, tu vas devoir te battre comme un chien derrière, tu vas devoir bosser énormément, il va falloir convaincre les entreprises de revenir aussi, de refaire des activités. Toute l'énergie que tu mets là, finalement, si tu la mets dans un nouveau projet, tu peux repartir et te relancer dans autre chose. C'est ce que te dit ton expert comptable. Oui, mais il a peut-être raison, c'est peut-être la voie de la raison. La version risque des comptables, on la connaît. mais qui est vraiment top, c'était aussi pour me conseiller sur ça. Et je lui dis, mais je me vois pas ailleurs, au final, je veux pas que ça ferme, je me vois pas ailleurs, tant pis, je prends le risque et je vais me battre et on va sauver. Et donc je fais en parallèle une campagne de crowdfunding parce qu'il y a plein de gens qui disaient dès que ça va ouvrir, on va venir, on va vous soutenir, tout ça. Et j'ai envie de dire c'est maintenant qu'il faut soutenir parce que là je peux pas payer le loyer, sinon on ferme avant même de pouvoir rouvrir, quoi. Donc on fait une campagne de crowdfunding avec des préventes de gens qui achètent en disant quand ça sera ouvert, du coup vous aurez 1 an pour utiliser les entrées, etc. Et on tient comme ça 1 mois ou 2 en plus. Et grâce au bon travail, et alors il n'y a pas que lui, mais de Union Sport & Cycle aussi et de Virgile, l'aide de l'État passe à 90% des charges fixes au bout d'1 mois ou 2. Et donc là, c'est plus la même. Là, ça veut dire que c'est plus 10 000 euros, mais c'est que si tu dépenses 20 000 euros, t'es quasiment remboursé à 18 000 euros, quoi. Ouais. Donc là, c'est un plus gros pansement. On a mis une bande autour du pansement et ça allait encore mieux. Et donc du coup, on a tenu grâce à ça. On est passé en redressement judiciaire parce que cessation de paiement, il fallait les prouver au tribunal en disant regardez, en fait, il y a peut-être une chance qu'on tienne. Voilà le plan pour arriver à tenir. On va réduire toutes les charges au maximum. Tu peux expliquer qu'il y a un administrateur, du coup, qui décide des décaissements que tu peux faire ou que tu peux pas faire. Et du coup, ça te sécurise par rapport à tes créanciers. Oui. Ouais. Oui, non, mais c'était un peu protégé par la puissance publique dans le cadre. Alors par rapport aux créanciers, en tout cas, t'es un peu perché. Ouais, c'est ça, c'est chat perché. Chat perché. Tu peux plus. C'est un peu ça. T'as plus le droit de récupérer l'argent, et même si je voulais, j'ai plus le droit de te le donner. Donc ça te protège en effet. Et après, il est là pour aider à te restructurer ou à t'accompagner dans la gestion d'entreprise. Et à valider chaque paiement. Et après, c'est le tribunal qui décide si jamais tu as le droit à une carte bleue, à un moyen de paiement, ou si à chaque fois que tu veux acheter du pain pour faire des planches, t'es sous tutelle et il faut l'appeler pour dire je peux avoir un chèque de 5 euros pour aller acheter du pain. Ils ont vu que c'était pas un problème de gestion d'entreprise, mais plus lié au contexte Covid. Donc j'avais tous les moyens de paiement, j'avais la carte bleue, donc d'un point de vue opérationnel, c'était pas non plus un enfer. Et ils devaient juste valider les virements quand je faisais des virements en ligne. Donc en fait, moi, je faisais mes virements et c'était transparent. Lui, il recevait une notification, il cliquait pour dire oui, c'est bon, et ça envoyait le paiement du coup au prestataire, au fournisseur. Donc
pour moi, pas grand-chose, ça n'a pas changé grand-chose. À part qu'ils se servent quand même au passage. Hein, ils te prennent 25 000 euros à l'année. Ouais. Les administrateurs. Ouais. Donc voilà, c'est une bonne procédure pour arriver à te protéger et te relancer. Mais d'un autre côté, tu perds quand même 25 000 euros sur ça. Donc voilà. Mais si tu as un très bon administrateur, ça peut faire la différence aussi. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. En cessation de paiement, tu es obligé de te déclarer comme ça quand l'actif peut pas servir à financer le passif. Et puis soit tu coules parce que le tribunal te dit non, on n'a eu aucune chance et on ferme dès maintenant pour stopper la casse. Soit on vous laisse une chance. Et donc on est en période d'observation pendant 1 an comme ça, accompagné par l'administrateur judiciaire. Et à la fin de l'année, on vient présenter un plan en disant regardez, on a fait l'année record. Et c'était encore mieux finalement que ce qu'on avait fait avant Covid. Et en plus, on a optimisé vraiment toutes les charges. Il y a l'aide de l'État du coup sur le recrutement d'apprentis. Et donc du coup, je m'entoure de pas mal d'apprentis aussi qui sont à la recherche de jobs dans l'événementiel sportif et qui sont ravis finalement de toucher à tout ça. Donc du coup, voilà, c'est intéressant aussi financièrement sur la masse salariale. Qu'est-ce que tu as appris sur toi de cette époque? C'est le Benjamin d'avant et le Benjamin d'après. C'était quoi la différence? Beaucoup diraient la résilience, quoi, mais j'aime pas forcément dire ça sur moi, mais oui, il a fallu vraiment travailler, ne rien lâcher et maintenir et y croire toujours, on va dire, parce que c'était vraiment pas loin, quoi. C'était à quelques jours près. Enfin, c'était pas que l'histoire de quelques jours. C'était finalement, ça a duré longtemps derrière pour sur aussi, ton business, du coup, est-ce que ça t'a permis d'ouvrir les yeux sur une manière, une nouvelle approche de ton business, ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Sur les coûts, sur la maîtrise des charges. Ouais. Je pense que je faisais pas assez attention aussi aux coûts. Parce que, au début, tu fais t'as le crédit de la banque et entre guillemets, comme on disait, il te file 800 000 euros et, ça peut vite, entre guillemets, partir dans tous les sens, à dire, cette machine, elle est bien, oui, j'ai de la trésor. Et puis les premiers mois, ils marchent très bien, donc je vais cramer je vais réinvestir et j'y crois, tout ce que je gagne, je réinvestis. Et puis sans forcément garder un petit matelas de sécu, sans optimiser toutes les charges. Et puis pendant le Covid, tu gagnes 0 et tu fais que dépenser. Et tu dis, finalement, le seul moyen de limiter la casse, c'est de dépenser le moins possible. Alors, est-ce que le loyer, je peux pas faire un effort? Est-ce que la zone qu'on a en salle réunion, en salle réunion, on a des bureaux pour nous, et est-ce que finalement, on a besoin de tout ça et de s'étaler et de mettre notre bazar un peu partout? Ou alors, est-ce que je peux le retaper et en faire un espace de coworking? Donc, on avait tous nos bureaux, on a fait un espace de coworking qu'on loue à des entreprises qui sont là en coworking. L'optimisation de l'outil, quoi. Ouais, l'optimisation de chaque mètre carré, de l'outil, de qu'est-ce qu'on peut développer comme nouveau type de client, les charges, la masse salariale, le loyer, et c'est vraiment tout ça, les abonnements qu'on a, les licences, est-ce que tout est obligatoire ou pas, quoi. Ok. Donc c'est vraiment ça, je pense, la grande leçon de cette période. De cette période. En tout cas, bravo, on n'en a pas terminé. Maintenant, on va revenir au présent. Aujourd'hui, c'est quoi le chiffre d'affaires de Sport Break et c'est quoi les plans d'avenir? En gros, sur chiffre d'affaires, on est dans les 700 000 euros. Ouais. Depuis le début, il n'y a pas eu, alors à part ces 2 années Covid, il n'y a pas eu une année où on n'est pas en croissance sur et le chiffre d'affaires et la rentabilité à la fin de l'année. Et vous êtes rentable? Et là, on est rentable enfin. C'est pas forcément le cas sur les premières années, bien sûr. Mais là, on est rentable. Et donc, du coup, l'objectif, c'est un objectif depuis le début qui a été ralenti, mis en pause, en effet, par Covid. Mais c'est de réfléchir à la façon de se décliner dans d'autres villes en France et de rendre le modèle scalable. En réduisant l'investissement initial et de vraiment voir quel est le concept le plus optimisé avec un investissement initial réduit, avec la plus grosse rentabilité possible. Il faut voir, là on a 2000 m² aujourd'hui, est-ce que c'est obligatoire sur les prochains? Au final, on n'utilise pas forcément tout le temps les 2000 m². Et donc, est-ce que c'est pas grave si on se prive des 3-4 événements à l'année où on est surchargé? Et puis, comment on peut moduler encore plus les espaces pour optimiser, dire on met moins de mètres carrés, mais les activités qui n'ont pas besoin de hauteur sous plafond, on met une mezzanine et voilà, ça demande un peu plus d'investissement initial, mais derrière, c'est rentabilisé par un loyer plus bas. Et surtout, en fait, ça nous permettra de faire ce que j'imaginais depuis le début, c'est-à-dire une rotation sur les activités. On parlait tout à l'heure de renouvellement des machines, des activités. L'idée, c'est d'avoir à terme 10, 20, 30 Sport Break en France, et de pouvoir renouveler du coup les machines en disant l'escalade, elle était à Montpellier pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, on va la passer à Bordeaux, et puis on va prendre le surf en réalité virtuelle de Bordeaux qu'on va mettre ici. Donc la modularité intercite, quoi. Exactement, exactement. Et pour moi, ça peut être le gros point fort du coup d'un modèle comme ça, et de le développer dans plusieurs parcs. C'est de pouvoir j'allais dire innover, mais innover pour le client aussi. Alors bien sûr, il faudra rester en veille avec les nouvelles activités qui sortent,
mais déjà là, de pouvoir apporter des nouveautés régulièrement en déménageant un peu, en modulant justement les différentes activités, en gardant un socle commun avec les meilleures activités, celles qui cartonnent. Et on garde peut-être 30% en commun, et après on a 70% qui peut être modulé sur tous les sites. Je reviens quand même à le grand challenge quand même que tu as relevé, c'est que tu as fait ça à Montpellier, qui est la ville la plus ensoleillée de France, et tu as un concept indoor, donc en plus sur des T'imagines lieux... même pas comme ça va marcher à Lille. Ouais, c'est ça, en Normandie, d'où tu viens. Je voulais quand même revenir sur le modèle de développement. Tu parlais de la franchise, ou... Qu'est-ce que tu envisages comme modèle de développement? Est-ce que ça nécessite que tu relèves des fonds? Parce que je suppose que tu as peut-être une capacité de financement qui est arrivée et qui est certaine désormais, mais ça va peut-être pas suffire à passer à l'étape 2. Comment tu vois la manière de passer à l'étape 2? C'est ma réflexion du moment. Parlons-en. Je suis en plein dedans, justement. En effet, ce qui va être aussi j'allais dire un frein pour certains, c'est le fait qu'on soit passé par redressement judiciaire, bien sûr, qu'on a un peu cette étiquette du coup juridique, redressement judiciaire, et de faire comprendre que c'est pas le modèle qui pose problème finalement, c'était cette période-là. Regardez, avant ça marchait très bien, depuis ça marche encore mieux, et encore on est à Montpellier, en effet, avec un taux d'ensoleillement qui est énorme. On est en indoor. On a 2000 mètres carrés, on a un gros loyer. On a fait certaines erreurs au démarrage aussi qui ont augmenté l'investissement. On a fait beaucoup de travaux dans le local parce qu'on voulait ce local-là, il était bien placé et tout ça, mais il y a tout à faire à l'intérieur. Aujourd'hui, à refaire, on prendra un local où tu as beaucoup moins de travaux à faire, bien sûr. Quand on avait regardé du coup pour ouvrir à Nantes, on était plus sur les 600 000 euros maximum pour ouvrir un nouveau concept, plutôt que 800 000 euros. Et avec un loyer plus bas, parce que dans les 600 000 euros, comme je t'expliquais, on peut optimiser du coup la surface en faisant quelques travaux de mezzanine et en optimisant les loyers. Donc avec un modèle qui est beaucoup plus rentable et plus rapidement que ce qu'on avait à Montpellier. Donc je suis en train justement de travailler sur tout ça. De modéliser tout ça. De faire des plans, d'imaginer avec quelles activités on pourrait mettre, comment on pourrait l'agencer, les formules qu'on a aujourd'hui à Montpellier marchent très bien. On augmente constamment sur chaque niche, on va dire, sur les séminaires, sur les anniversaires, sur les particuliers, le panier moyen. On essaie de se remettre en question tout le temps pour continuer à l'améliorer. Et l'idée, c'est d'arriver avec la bonne solution dès le début, quoi. Et de le proposer, oui, en franchise, parce que aujourd'hui, on n'a pas la capacité tout seul d'en ouvrir un deuxième en propre. Sauf si il faut aller lever des fonds. J'avais commencé à en parler il y a quelques années à quelques fonds d'investissement qui m'a dit le mieux, c'est quand même d'en ouvrir 1, 2, 3, 4 à côté. Le passage de 1 à 2, il est quand même assez significatif et stratégique pour la suite. C'est ça. Et voire 3, 4. Et on arrive à ce moment-là, et si les 2, 3, 4 marchent bien, on investit finalement, et là, tu peux en ouvrir 15 en 3 ans derrière. Et aujourd'hui, tu sais, avec la capacité de financement que tu dégages, tu sais combien tu pourrais relever en dette bancaire? Et est-ce que ça suffirait à ouvrir un deuxième complexe en propre? Impossible. En tout cas, ça serait pas sécure, on va dire, parce qu'on sait jamais s'il y a un deuxième virus qui arrive. Bien sûr, on sait jamais. Donc non, ça demande un investissement quand même, j'allais dire assez important, même si c'est dans les 600 000. On était en discussion avancée avec quelqu'un pour en ouvrir un sur Lille. Je pense que c'est une ville qui a un énorme potentiel. Je parle pas que de la pluie, mais je parle aussi. C'est une ville dynamique, sportive, avec beaucoup d'entreprises dans le bassin. Donc voilà, il y a plein de villes comme ça qui sont porteuses. Mais est-ce que depuis, tu as vu des concurrents naître sur ce type de projet? Alors sur le même concept que Sport Break, mais bien sûr sur les loisirs indoor, ça a explosé. Et en même temps, c'est rassurant parce que c'est un secteur qui est en pleine explosion. Encore plus depuis le Covid, parce que finalement, les team building du coup prennent une part de plus en plus importante dans les entreprises. Les loisirs indoor aussi. Quand je suis arrivé sur Montpellier, il y avait le parc de trampoline park, et 2-3 escape games. Et après, sinon, c'était autre chose. C'était de la pratique sportive comme le futsal avec Urban Soccer. Finalement, en 7 ans, parce que ça fait 7 ans qu'on est ouvert, il y a des salles de réalité virtuelle qui ont ouvertes. Il y a des concepts type Sansas, Fort Boyard, Prison Island, un deuxième parc de trampoline qui a ouvert. Il y a plein de loisirs, de divertissement et de loisirs, et encore plus chez nous. Il y a Netflix qui a explosé. Enfin, tes concurrents, c'est aussi des plateformes comme ça digitales qui occupent le temps d'attention et le temps de disponibilité des clients, quoi. C'est ça. Il y a des concurrents selon les types d'événements aussi et de clients qu'on a, sont très variés. C'est-à-dire que pour les anniversaires enfants, nos concurrents premiers, ça sera peut-être les parcs de trampoline ou les Urban Soccer pour les anniversaires des garçons.
Et par contre, pour les séminaires, on va être en concurrence avec des balades à cheval, avec des restaurants, des dégustations d'huîtres, des musées. Enfin, il y a tout type de séminaires. Ouais. Écoute, on va aborder un petit peu la fin de l'épisode. J'ai souvent l'habitude de poser la question suivante, c'est qu'est-ce qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste sur ton projet ? Bonne question. Je suis une nature très optimiste, alors du coup, je vois surtout le bon côté. C'est très bien, c'est pour ça le bon côté, comme marque de fabrique des entreprises. Ouais. Il faut être un peu plus rationnel des fois, mais je suis toujours très optimiste. Et même à la période Covid, certains amis te diront qu'ils me voyaient sourire et être très heureux tous les jours malgré ça. Donc non, je suis très optimiste. Et si on devient plus rationnel sur les chiffres, comme je te disais, on fait de mieux en mieux chaque année, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en rentabilité. Même les avis clients, du coup, sont de mieux en mieux parce qu'on cherche à s'améliorer en permanence. Des fois, je me retrouve sous l'eau. Là, en ce moment, je suis sous l'eau, mais au final, c'est que des idées d'amélioration. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire que si j'attends le client derrière la porte, j'ai rien à faire au final. Enfin, j'ai rien à faire. J'ai pas grand-chose à faire, quoi. À part piloter l'entreprise, payer, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de se remettre en question et de s'améliorer en permanence aussi. Donc ça, je suis optimiste parce que, les team-building, c'est très important. Enfin, ça explose en tout cas. Le sport, il n'y a qu'à voir les JO cet été, du coup, pour comprendre à quel point c'est important et vecteur de valeur essentiel pour tout le monde, que ce soit les particuliers comme les entreprises. Et je parle même pas du côté sport-santé, bien sûr, parce qu'on n'est pas non plus une pratique régulière, mais bien sûr, ça en fait partie. Et puis, je me dis, comme tu relevais depuis tout à l'heure, que si on marche bien à Montpellier, et imagine dans d'autres villes, et imagine avec un projet du coup optimisé dès le démarrage, avec la bonne formule, l'investissement optimisé et potentiellement quelqu'un qui nous accompagne aussi sur cette partie-là, quoi. Tu finis toujours sur l'optimisme, c'est bien. Qu'est-ce que tu dirais à Benjamin quand il démarre il y a quelques années l'aventure, avec tout ce que tu as appris depuis ces 7 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais au Benjamin d'il y a 7 ans? Je lui dirais, t'y connais rien. Mais vas-y, fonce, tu vas apprendre, tu vas apprendre sur le voyage, pendant le voyage, quoi. Un peu comme disait Mike Horn en disant, si vous attendez d'avoir 100% des réponses, vous partirez jamais, quoi. Ouais. Si vous avez 5% des réponses, allez-y et vous apprendrez les 95% pendant le voyage. Donc c'est plus ça, avec le recul. Allez, j'ai envie de dire presque, on se demande comment on a réussi à convaincre une banque de nous accompagner. Alors peut-être pas, on disait pas non plus des conneries. Mais non, je pensais pas que j'allais prendre aussi autant de plaisir. Je dirais fonce et tu vas te régaler, quoi. Une dernière question, c'est quelle est l'actualité de l'écosystème sport qui t'a particulièrement qui a attiré ton attention ces derniers temps? Est-ce que je reviens de 5 jours au WTT Champions Montpellier de tennis de table qui se passait à Montpellier. Bien sûr, l'explosion du tennis de table. Moi, je suis ancien pongiste, du coup, à l'époque, à un niveau national, mais rien à voir avec ce que font les frères Lebrun. On a la chance de les connaître et de les recevoir régulièrement à Sport Break aussi. Ils sont venus fêter leur médaille des JO. Donc, bien sûr, de voir un événement comme ça à Montpellier et l'essor de ce qu'ils arrivent à faire autour du tennis de table, c'est monstrueux. Ça, c'est pour la partie, j'allais dire, un peu perso. D'un point de vue plus entrepreneurial, j'allais dire plus dernièrement, le rachat d'Urban Soccer par la Compagnie des Alpes. Bien sûr, c'est un modèle aussi de développement, même si on en est très très loin, quoi. Un beau billet. Un beau billet, ouais. Mais au-delà du billet, c'est même l'aventure, du coup, dire, on démarre avec quelques centres et puis et on finit avec une trentaine de centres en France et un peu à l'étranger et on rejoint un gros groupe, quoi. Écoute, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. On s'était dit que pour la communauté Dream Team, on proposait un petit code promo. Un petit code promo Dream Team, du coup. Vous aurez moins 20% sur toutes les activités Sport Break et je me ferai un plaisir de vous accueillir et de vous faire tester tout ça. Allez chez Sport Break avec le code Dream Team, vous aurez 20% sur vos activités là-bas. J'espère que cet épisode vous a plu. Évidemment, vous abonnez sur les plateformes d'écoute et puis surtout, essayez de mettre des commentaires, des petites étoiles, ça m'aidera à développer le podcast. Je vous remercie et à très bientôt. Merci Pierre. Merci Benjamin. À bientôt.